ça, notre invité nous a rejoint, elle est maintenant en studio. C'est, j'espère ne pas faire d'erreur dans son nom, mais donc je vais tout de suite, si elle est là, on vient de me voir, donc c'est Amanda Kourouma, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Je sais que tu n'es pas habitué à la formule, en fait, que c'était au mandat, mais bon, je te le pardonne. Ok, pas de problème. Mais je dois te dire que Oui, on se connaît depuis très longtemps, exact, mais oui. on ne se voit pas souvent. C'est ça, Mais, c'est ça. de la région ici, et moi, quand j'ai commencé à te parler de toi, Oui, en fait, c'était à travers les ondes. Oui. Parce que, tu participais à une émission justement à CHO FM à l'époque, émission Tropique FM. c'est ça, c'est cela, Tropique FM. Avec DJ Bonny et Jean-Louis, et puis, mais il te présentait avec un autre nom. Un À autre l'époque, nom, c'était le soleil de Gatineau. C'est ça, Wow. Mendy. C'était Mendy. Il y avait le soleil de Gatineau, il y avait d'autres noms aussi. Oui, Queen quelque chose. oui, Quinca, enfin, j'ai eu plusieurs sobriquets. Et je vois que ça continue. Hein. Oui, ça continue. Voilà. Bien que, bon, en tout cas. Mais non, on fait plutôt, cette fois-ci, on fait plutôt un retour aux sources. Parce que vraiment, réellement, ma mère m'a nommé en mandat qui est dans sa langue en réalité. Et puis, pour faciliter, c'était beaucoup plus facile en fait de laisser les gens franciser cela. Au lieu de se demander bon, comment on dit, comment on prononce. Donc, avec le temps, j'ai juste laissé ça voilà, dans sa francisation. Mais maintenant, c'est plus retour aux sources. Donc, en mandat, j'insiste en tout cas avec les nouvelles personnes qu'on le prononce dans sa version vraiment originale. Ok, c'est-à-dire au mandat. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça s'écrit. Oui, on l'écrit A-M-H-A-N-D-A et c'est un A qui est prononcé en O. Ah, et c'est de quelle langue? Donc c'est en Nyambois, oui, qui est une langue que je dirais préhistorique, en fait, qui appartient à un peuple qui est là-bas depuis très longtemps dans la région de l'Éburnie, comme tu peux l'appeler. Mais vous connaissez l'Éburnie sous le nom de Côte d'Ivoire. Ah, ok, Voilà, d'accord. Mais ça, c'est des recherches qui t'ont donné tout ça. Parce que, Découverte. oui, parce que moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire aussi, Oui. les auditeurs le savent, mais Oui, oui. tu es en train de m'apprendre des choses là. Hein, donc, bon, ok, disons que tu es d'origine, bon, pour le moment, on va dire de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça, tu connais l'histoire. Tu vas nous expliquer quand même un peu pour que nos auditeurs aussi se retrouvent. Oui. Alors, tu es arrivé au Canada quand même il y a longtemps. Oui, c'est ça. Longtemps, donc, et maintenant il me semble que tu es rendu à un stade où, comme tu viens de dire, tu as fait comme un retour aux sources et tu fais un peu le va-et-vient entre l'Afrique et l'Amérique du Nord, c'est Oui, ça? oui, exactement. Waouh, c'est intéressant. Alors, bon, c'est ça. Moi, je vais te laisser, on va faire le parcours avec toi. Et puis, aussi, tu as une entreprise, hein, de l'entreprise. Oui, de là. Oui, Kourouma là, et puis on va en parler. Donc, Super. bon, ok. On va commencer à parler de toi, justement. Ce retour aux sources, là, hein, comment ça a découvert, quel est l'élément déclencheur, et puis raconte-moi un peu comment c'est passé. Parce que, en fait, c'est une expérience individuelle. Oui. Mais je crois qu'au moment dans lequel on vit de façon globale, il y a tellement de remises en question, il y a tellement de quêtes, je veux dire, d'identité, et c'est généralisé presque dans le monde aujourd'hui. Chacun est en train de se chercher. Oui, avec l'immigration, etc. Et puis bon, on peut relier ça au conflit. Bon, tu sais, aujourd'hui à Israël, Palestine, bon, il y a Ukraine aussi. Par exemple, les Russes qui disent que les parties de la population ukrainienne est russe, et la Chine qui menace constamment Taïwan, en Haïti même, tu sais qu'il y a un fameux débat politique disant que de nombreux Haïtiens sont d'origine syro-libanaise du Syrie, ne sont pas vraiment haïtiens. Donc, c'est vraiment, je crois, une question d'actualité. Et ton expérience, je pense, peut éclairer quand même certains aspects. Donc, parle-nous un peu, raconte-nous. Waouh, ben, c'est une longue aventure que je peux dire, à laquelle je crois que vous avez aussi quand même assisté. Quand je dis vous, c'est
ça date de longtemps, depuis même que j'étais aussi à la radio. Donc, par exemple, il y a eu justement quand l'époque de Queen K est arrivée, je dis bien l'époque de Queen K parce que justement j'ai commencé à la radio sous le sobriquet Mendy, puis petit à petit, il y a cette justement réévaluation pardon, de qui on est. Donc c'était vraiment Queen K. J'insistais, voilà, pourquoi on m'appelle la reine K. Mais en ce moment, c'était beaucoup plus. Parce que je trouve que ce que j'appelle dans l'ensemble de ressources, en fait, pour moi, c'est que j'ai aujourd'hui embrassé carrément le paradigme, en fait. Là, c'est encore plus gros. Mais ça a commencé petit par d'abord vouloir nous revaloriser qui nous sommes sous d'abord l'aspect du vêtement. Donc, c'était d'abord par là. Ensuite, il y a eu la question du cheveu. Et donc ça, c'était ces deux aspects culturels qui m'intéressaient le plus jusqu'à ce que je fouille encore beaucoup plus dans l'histoire et que je comprenne que pour moi, en fait, là où je suis arrivée, c'est que la culture, on ne peut pas faire justement de sélection, d'être en phase avec une partie et que l'autre laisser. Donc pour moi, le fait que j'ai revalorisé donc, le vêtement, ensuite le cheveu, j'ai vu qu'il en restait plus en fait. J'ai vu qu'il en restait aussi la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, mentale. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je parle plus maintenant de paradigme dans l'ensemble. Bon, j'ajoute une parenthèse. Bon, je ne sais pas où tu le situes dans ton parcours, mais à un moment donné, toi et moi, on s'est retrouvés à plusieurs occasions, et puis à un moment donné, tu organisais des conférences animées par des chercheurs africains sur l'histoire de l'Afrique, tout le travail des grands chercheurs là, oui, exactement, et tout ça, c'était quand même intéressant, une discussion très intéressante. Alors, j'ajoute cette dimension-là que tu n'as pas mentionnée. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc ça nous ramène à aujourd'hui, et puis il y a cette entreprise pour c'est Lab. Ça, le Lab, oui. Le Lab, donc, elle a aujourd'hui pour, justement, j'ai créé cette structure pour nous aider à nous éduquer, mais aussi à pour ceux qui veulent reconnecter justement avec cette dimension de nous qu'on a perdu quelque part en chemin, du fait un peu de l'histoire. Donc le lab, j'ai vraiment créé le lab parce que j'ai commencé justement à le faire de façon naturelle et ça prenait de mon temps pour conseiller des personnes et surtout sur l'aspect donc au niveau de on va dire la santé holistique donc dans l'ensemble qui prend en compte la dimension physique et également la dimension de l'énergie. Donc puisque c'est parti tellement naturellement avec les conseils et tout, j'ai compris que c'est pour ça que lorsque j'ai même vu sur ton affiche en venant entrepreneur, ça m'a fait tout bizarre. Je me suis dit, entrepreneur, comment ça? Parce que c'est tout. Pas comme ça. Non, c'est tout naturel. C'est aussi un mode de vie. Parce que ce que je vis, c'est aussi ce que j'enseigne. Ce qui m'aide à vraiment, ce qui participe à mon bien-être. C'est aussi ça que j'enseigne. Donc c'est tellement lié que je vois. Honnêtement, je regardais, je disais. En fait, si je comprends bien ce que tu emmènes, c'est plus que tu partages ce que tu es, tu partages ce qui te parle, tu vois, c'est un peu comme ça. Exact, tout en puisant dans notre patrimoine ancestral justement, qu'on semble avoir perdu, mais qui en fait son retour, sans nécessairement qu'on retrouve le label que ça nous appartient, tu vois. Et justement par rapport à ça, en ce moment la question le sujet que j'aborde beaucoup, c'est celui de l'alimentation. Donc je suis arrivée avec un positionnement assez fort qui va peut-être même te choquer. Oui, assez fort. Parce qu'avec toutes les diètes en fait aujourd'hui qui sont à la mode, n'est-ce pas, et puis avec tout ce qui est en fait tendance santé, on est rapidement amené à vouloir, n'est-ce pas, vouloir suivre ce qui semble être tendance, ce qui semble être justement santé, mais bon, ayant eu l'expérience et puis ayant aussi le parcours de justement beaucoup m'intéresser à notre patrimoine, n'est-ce pas, au niveau alimentaire, j'ai envie de dire vraiment pour répondre à la question, quel serait le régime, si tu veux, sain,
adapté pour nous. Hein. Quand je dis nous, je parle de nous en tant que KMTU. J'utilise beaucoup l'expression KMTU. Donc, pour faire une parenthèse, je suis sûre que beaucoup de gens ne savent pas. Bon, quand je dis KMTU, il s'agit de nous qu'on appelle les Africains, il s'agit de nous qu'on appelle les Afro-descendants, il s'agit aussi de nous qu'on appelle les Africains-Américains. Je trouve ça très rassembleur d'utiliser l'expression KMTU. Donc, voilà pourquoi je dis KMTU. Mais cette expression, elle est tirée de quelle langue? Ah, c'est présent dans la majorité de nos langues. En réalité, le mot, la racine, ou bien c'est présent. Voilà pourquoi je l'aime et c'est rassembleur. Parce que c'est en étudiant justement le REM, parce qu'on peut dire REM, on peut dire KEM, on peut dire... En étudiant ça, pour revenir à Cheikh Anta Diop, il a réalisé que ça voulait le même KEM, REM, etc., jusqu'à Kala, Ngala, toutes ces déclinaisons, en fait, ramenaient à nous dans différentes langues. À la base, lorsqu'on dit KMTU, c'est vrai, c'est référent égyptien ancien, mais en faisant le comparatif, le REM, KEM, en fonction de quelle langue on parle du continent, ça veut dire donc quelque chose qui ramène à nous. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé. Donc la question, quel est le régime? Quel serait le régime le plus adapté pour nous, les KMTU? Ma grande découverte a été que ce n'est pas les ismes. Les ismes. Oui, oui, ce n'est pas les ismes. Ce que j'appelle ismes, c'est justement les régimes tendance à la mode dont on nous bombarde justement. Hein. Et donc tout ça, je mets ça dans la catégorie isme. Parce qu'en fait, on essaye, lorsque tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu demandes? Ah, moi c'est le kétoïsme maintenant, n'est-ce pas? Ou bien le végétarisme, ou bien le véganisme. Et tu vois, et peut-être tu seras surpris, Patrick, n'est-ce pas, si je mets même le véganisme dans le même lot. Parce que lorsque je faisais les conférences, c'était des buffets végétariens qu'on offrait, si tu te rappelles. Ah oui, absolument. Voilà. C'est ça que je mangeais avant d'y aller. Parce que... ah là, tu me confesses là. Ça, je ne savais pas, Patrick. Ah oui, c'est un bon temps pour m'habituer là. Tu te disais, ah non, c'est trop léger ça. N'est-ce pas? On va mourir de faire. Tu sais, on rit, mais c'est sérieux dans le sens que nos communautés afro-descendantes qui arrivent d'ici, les nouveaux immigrants, ils vivent souvent un défi de changer leurs habitudes alimentaires dans ce que d'où on vient souvent l'agriculture très riche en termes d'épices, par exemple, d'huile, d'épices, etc., qui donnent des problèmes de santé à un moment donné. Et moi, je l'ai vécu, le changement pour pouvoir manger de façon plus saine, plus santé n'est pas évident. Tu vois, et donc il faut se... Parce que quand on ne sort pas de table avec une sensation de vote lourd, c'est comme si on n'a pas mangé, on manque quelque chose. Alors, c'est important. Oui, vas-y. Oui, justement, mais c'est là où j'aurais l'air peut-être de dire peut-être l'inverse, mais en réalité, ce qui est vraiment sain pour nous, c'est justement de manger culturel. J'appelle ça manger culturel, c'est-à-dire revenir à ce qu'il y a dans notre comment on dit ça? Oui, dans notre patrimoine, dans culturel. notre grenier, mais il y a un bémol justement, parce que quand on dit ça, c'est beau, c'est magnifique, il y en a qui vont me dire oui, mais je mange déjà culturel, je suis venu ici. C'est vrai, il fut un temps où c'était un défi, mais maintenant aujourd'hui il y a des alimentations spécialisées dans la nourriture, n'est-ce pas, des tropiques, et on retrouve vraiment nos aliments. Maintenant, le bémol à ça, c'est quoi? C'est qu'il y a eu aussi l'introduction des aliments transformés dans notre régime. Donc voilà pourquoi la première étape, justement, pour faire ce fameux manger culturel dont je parle, ne pas suivre les régimes. Parce qu'en fait, l'expérience avec les régimes, parlons de ça, de tout ce qui est régime santé, tout ce qui est... déjà, je veux dire, le fait de manger à la base beaucoup plus de végétaux, c'est-à-dire de plantes, c'est ça, c'est bien. Mais ayant été quelqu'un qui a été végétarienne, qui a aussi été, comment on dit ça, végétalienne en français parce que c'est vegan en anglais, il y a quelque chose dont j'ai réalisé, c'est que ça m'a fait laisser de côté certains aliments, justement culturels, qu'on appellerait ethniques, mais moi je préfère dire culturels. Ça m'a fait laisser de côté certains aliments culturels qui étaient quand même sains, n'est-ce pas? Et c'est là où en
en poussant justement les recherches et tout ça, je pense que c'est Dr. Sebi qui a dit ça une fois et ça m'a marqué. Il a dit, mais ce qui vient de là où est-ce que tu es né, hein, que ce qui se trouve là où est-ce que tu es né, c'est sain pour toi. Ah, d'accord. Oui, D'accord. mais évidemment... C'est comme si tu es en harmonie bien avec sûr. le sol, tout voilà. Et donc, quand j'ai entendu ça, crois-moi, j'ai recommencé à manger mon concoué. Le concoué, en fait, c'est un poisson qui est vraiment typique sur la côte, qu'on retrouve vraiment. Bon, je pense que c'est propre si je ne me trompe pas, en tout cas, je sais qu'en Guinée, il y en a vraiment. Le concoué, il n'y a pas plus culturel. Voilà. Donc là, j'ai recommencé à manger mon concoué sans nécessairement, parce que pendant ce temps, j'évitais la viande. Je connais la réalité justement de la viande aussi quand même. Lorsqu'on est en Amérique du Nord, c'est vrai que c'est pas la même réalité, la façon dont c'est élevé et tout ça. Donc c'est bien de se renseigner aussi, hein, très important. Parce que ça, c'est clair, j'évite beaucoup de consommer la viande rouge en Amérique du Nord, étant donné tout ce que je sais par rapport à comment c'est élevé et tout ça. Si on veut vraiment avoir une viande de qualité, il faut aller dans des fermes qui offrent vraiment bio, qui vont pas, surtout par exemple si on prend les poulets, qui ne vont pas les mettre dans des cages. Il y a toute cette réalité-là qui n'est pas la même avec lorsqu'on parle de la volaille sur le continent où c'est vraiment élevé de façon naturelle. Donc, sachant cela, lorsque j'ai donc appris que, mais écoute, ce qui vient de ton environnement est sain et qui est sain ne te fait pas de mal, là j'ai réintroduit progressivement mon concoué. J'ai aussi réintroduit le Nyok Mam. Le Nyok Mam, c'est en. Donc ça vient du patrimoine culturel vietnamien. C'est un assaisonnement à base de poisson. Parce que ma grand-mère, en fait, est vietnamienne. Ah, ok. Oui. C'est vrai que j'ai un peu un style C'est physiquement, ça, les yeux ça un explique peu- les yeux brillés, mais non la fatigue. Oui, maintenant que tu en parles, Oui. on remarque quelque chose d'un Mais peu c'est ça. particulier. Souvent les gens me disent sur les photos, tu t'es fatigué, je dis, j'ai les yeux légèrement brillés, d'accord. C'est C'est peut-être ça l'effet fatigue ou bien, mais c'est mon héritage. D'accord. Donc tu as un héritage très difficile, Voilà. différentes origines. C'est ça. Mais si je comprends bien, tu vas puiser dans tes origines un peu diversifiées pour offrir des conseils, un peu pour mettre un peu de logique là-dedans. Exact, de logique, mais j'ai découvert que justement de revenir au culturel, qu'on a justement ce qui est sain à l'intérieur. Mais seulement, par exemple, si on prend la réalité de Kamak, c'est-à-dire l'Afrique, il y a le travail, si on veut vraiment manger culturel, il y a le travail de décoloniser notre cuisine. Parce que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Lorsqu'on pense à notre alimentation, nos régimes et nos repas, on pense tout de suite aux grillades. Alors que non, traditionnellement, on ne faisait pas que des grillades. Donc le problème, c'est plutôt l'alimentation de la cité, de la ville, et non l'alimentation du village. Parce que c'est en ville qu'on s'est retrouvé avec les huiles végétales en bouteille qui se vendaient, n'est-ce pas? Là, on s'est mis à faire plus de grillades. Mais si on regarde, n'est-ce pas, notre alimentation donc, traditionnelle à la base, c'était pas que des grillades, n'est-ce pas? C'était, on avait, donc j'ai noté tout ce que tu vois, on avait cuisson à la vapeur, ce qui n'est pas mal parce qu'on ne perd pas assez des nutriments, n'est-ce pas, dans les feuilles. Il y avait le bouilli, il y avait aussi l'étuvé, c'est-à-dire mijoté, donc la façon de cuire. Et même du cru aussi, n'est-ce pas, parfois des oignons qu'on va découper cru, rajouter sur une assiette, c'est très bon. Donc en réalité, ce retour aux sources culinaires là, donc, que je prône, il consiste vraiment en un travail d'abord, de se dire, vraiment de réaliser que, écoute, le macaroni aussi auquel on s'est habitué, c'est colonial, on s'entend. C'était pas à la base dans nos repas donc, traditionnels. C'est aussi donc de faire cette démarche, d'enlever tout ce que justement la colonisation a apporté. Beaucoup d'aliments transformés, n'est-ce pas, les laits nido, les laits industriels, la pâte de tomate par exemple dans les conserves,
Aujourd'hui, par exemple, sur le continent, on cuisine beaucoup avec ça, le tchèp-djen. Hein? Et puis on dit, ah, ça c'est le repas traditionnel. Bon, d'accord, mais est-ce que on ne peut pas revoir, essayer de faire le fameux tchèp-djen, voilà, mais sans sans ces conserves-là de tomates en fait avec. Est-ce qu'on ne peut pas faire nos plats justement traditionnels sans le maggi? Hein, le fameux Maggi le aussi. cube Maggi. Voilà, Maggi c'est ça. Alors, qui vraiment a fait des plats. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, nous devons donc manger culturel, mais nous devons manger sain, n'est-ce pas? Donc, manger ce qui vient donc de chez nous, mais faire débarrasser, n'est-ce pas, notre plaisir de tout ce qui a été aussi importé. Maintenant, quand on regarde, lorsqu'on débarrasse et qu'on se dit qu'est-ce qui reste, alors là, c'est très intéressant. Il reste donc comment j'ai appelé ça, j'ai noté. Il reste donc les repas, les aliments du malade. Ce qu'on a. Là, j'ai du mal à comprendre. Tu as du mal à comprendre. Ok, je t'explique. En fait, si tu constates, c'est une réalité, hein, autant pour Haïti que pour Kama, ça dit l'Afrique. Il y a beaucoup d'aliments qu'on a classés comme étant ah non, ça c'est pour les malades. Quand on est malade, on mange ça. Quand on va à l'hôpital, c'est vrai qu'en général, on dit qu'on ne mange pas bien à l'hôpital. C'est paradoxal, hein? Mais on veut parler du goût. Oui. La nourriture à l'hôpital, ça ne coûte rien. C'est ça. Oui. Mais tu vois, par exemple, les fameuses bananes figues. Tu connais les bananes figues. Hein? Voilà, mais moi je me suis fait dire, lorsqu'on m'a vu manger, on dit ah mais ça, bon, c'est souvent les gens qui ne se sentent pas bien, qui mangent ça. Je dis mais pourtant, est-ce que tu sais que ça a tellement de vertus, il y a moins de sucre, moins de glucides, etc. Les fibres, je mange ça pour les fibres, il n'y a pas de gluten, c'est parfait. Et puis ça me fait varier aussi avec la consommation excessive du riz, et surtout du riz blanc, tu vois. Parce qu'en fait, à la base, c'était beaucoup plus le riz sauvage, donc le riz qui a vraiment son son là-dedans avec tous les nutriments. Mais aujourd'hui, ce que nous mangeons, c'est plus un riz qui est pauvre finalement en nutriments, tout blanc et donc difficile à digérer. Bon, là, je ne sais pas si tu as déjà mangé. Ça me fait penser par exemple au sucre. Bon, moi j'ai toujours été habitué au sucre blanc, etc. Mais depuis quelque temps, je pense que le sucre brun est mieux. Oui, c'est donc, tout à fait. mais ce que, je ne sais pas si tu as cette réponse, là tu parles du riz, la coloration blanche, c'est pas elle qui vient avec des éléments, je veux dire, qui ne sont pas sains. Je ne comprends pas. C'est le procédé en fait, c'est le fait de raffiner finalement la canne, produire. Donc il rajoute exactement. C'est la même chose que la farine. Et justement, ben, ça me donne l'occasion de dire ça que en fait, c'est aussi tout un cours hein, que je donne sur cette fameuse, parce que je ne peux pas juste lancer comme ça manger culturel sans accompagner. Donc j'ai tout ce cours que j'ai mis en place au Sénégal. Ça c'est intéressant. Et j'ai ce chapitre justement sur les faux amis, n'est-ce pas, les faux amis culturels. C'est tous ceux que tu as commencé à citer, qui sont devenus blancs par le raffinement et la transformation. Voilà. Comme moi, il y a beaucoup d'auditeurs qui apprennent des choses cet après-midi. Voilà. Parce que c'est ça, parce qu'on a tendance à se dire, bon, ça y est, si je veux manger santé, il faut que je laisse tout ce qui était, tu vois, tout ce qui était traditionnellement de chez moi. Mais c'est pas vrai. Il faut juste renouer avec ce qu'on appelle les aliments du malade. Et dans les aliments du malade, tu as les types d'aubergines. Il y a des aubergines amères, n'est-ce pas? Par exemple, en Côte, c'est-à-dire en Ogonie, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le gnagnan. Souvent, c'est quand on est malade, hein, qu'on va manger ça. Mais pourtant, ça a des vertus. La même aubergine se retrouve en Jamaïque sous le nom de, ils vont appeler ça sonsumba, et je pense qu'il y en a aussi en Haïti. Bon, Amanda, oui. Au mandat, oui. où je m'habitue, c'est vraiment tout très intéressant. On fait une petite pause musicale, justement, et le temps de reprendre son souffle. On parle d'Afrique dans l'Amérique du Nord et tout, on a choisi cette fois-ci la piste d'origine somalienne, quand même, de Weekend, bien connue ici au Canada, et puis on revient pour la suite de cette conversation. J'aimerais après vraiment que tu nous dises concrètement le lab, lab, tu as parlé de formation, tu as parlé etc. Qu'on va voir pour cette dimension-là, parce que c'est très intéressant. Toujours avec
Pratiquement plus à l'émission Communauté Croisée. Ce jeudi 30 novembre 2023, nous clôturons le mois de novembre avec une invitée, notre invitée, qui devait être là la semaine dernière, mais elle a eu un contretemps, en tout cas elle est là cette semaine. Alors c'est ça, on est en train de parler de choses qui peuvent, pour ceux qui les découvrent, qui peuvent changer votre vie de façon très positive. Alors c'est Imako Omanda Kuruma qui est avec nous, créatrice d'une entreprise Kuruma Lab. Alors, Komanda, alors, dis-nous tout, bon, je pense que les auditeurs ont compris l'approche, comment tu vas puiser dans la richesse culturelle des ancêtres de l'Afrique, aussi toi-même, ta grand-mère qui est asiatique, c'est ça? Exact, du Vietnam, oui. Oui, du Vietnam, donc tu vis au Canada depuis longtemps, et là tu as fait des recherches, et tu as même été sur le terrain là-bas en Afrique, vraiment pour voir tout ça. Donc là tu viens, avant la pause, expliquer comment tu as pu faire cette démarcation, voir à travers nos habitudes alimentaires, je parle surtout des populations afro-descendantes, de tout ça. Oui. La couche, on va dire, qui est une couche importée du colonialisme, mais qu'on a finalement adopté comme étant nôtre. Oui. Tu as montré que ce n'est pas nôtre, C'est ça. il faut un retour à ce qui est plus sain, Aux fondamentaux liés à notre terre natale, en quelque sorte. Oui. Bon, maintenant on va passer à la côté le Kuruma Lab. Comment dans la pratique ici de la région ça se traduit par les services et tout ça? Bah, comme je dis, c'est tellement venu naturellement que là, c'est comme, en fait, c'est beaucoup plus global. C'est vrai que je suis dans la région, mais il y a eu de l'intérêt, je dois le dire, étant donné que je fais énormément de publications, donc à travers la page, mais aussi sur le site internet du lab, labkuruma.org. Mais à travers la page, je me suis fait connaître beaucoup de, on va dire un peu partout. Vraiment, il y a la France qui suit, il y a aussi les îles justement, Karukira qui est la Guadeloupe, qui me suit également, et aussi Karma qui me suit. Donc c'est devenu vraiment un peu, on va dire, global. Et comme ça a pris cette dimension, c'est vrai qu'ici j'avais commencé par des ateliers dans la région, mais tout de suite on nous a ramenés à la maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu le comment ça s'appelait là? Rester chez oui, voilà. C'est ça, il y a eu vraiment le moment rester chez vous. Et le rester chez vous m'a forcé à tout de suite mettre en place donc la plateforme en ligne. Donc ce qui veut dire que majoritairement, les services sont vraiment offerts en ligne. Hein. Et puis bon, ça répond aussi à cette demande qui est un peu partout finalement et qui veut justement accéder aux différentes formations qui sont offertes. D'accord. Donc rappelle le nom du site internet. Donc c'est labkuruma.org. Ok. Et Kuruma s'écrit K-U-R-U-M-A. Labkuruma.org. D'accord. Donc maintenant, une personne qui va sur le site, comment elle est reçue, comment elle est orientée, comment elle est accompagnée? Ben, déjà, elle verra les différentes sections du site. Il y a une section qui concerne vraiment les services, comme par exemple le bilan énergétique que je n'ai pas mentionné, mais j'avais parlé tout au début de cette dimension justement du bien-être, mais où on prend en compte pas seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect holistique. Donc les personnes pourront voir tout de suite qu'il y a une section pour les services, une section pour les produits, et enfin la partie qui concerne les formations. Donc c'est en cliquant sur cours et formations qu'elle pourra voir la variété donc, de formations qui sont donc, disponibles. Dans la section des produits, elle va surtout tomber sur tout ce qui est médecine naturelle, vraiment, produits naturels, tout ce qui est issu vraiment de la nature, des plantes, des racines, pour le bien-être, donc pour aussi certaines conditions que j'ai, qui peuvent se traiter, donc elle aura accès à ça et voir aussi les différents produits. D'accord. Donc, et là, moi, une des choses qui me plaît beaucoup, c'est le fait de relier l'alimentation, et l'alimentation plus saine, plus naturelle, et puis, on va dire, et avec
le côté identité, le Exact. côté. Bon, c'est Oui. comme si ça permet de remettre de l'harmonie dans tout ça. Exactement, oui. Oui, parce que, comme le disait à un moment donné au début de l'émission, c'est-à-dire que de nos jours, en 2023, Mhm. beaucoup de questionnements sur les identités, les origines, etc. Les gens cherchent de l'harmonie, remettre de l'harmonie dans leur vie. Le passage que vous offrez, je crois que ça peut aider dans ce sens. Exact, exact. Et aussi, en fait, en particulier, j'ai aussi constaté quelque chose. Ça m'a. C'est le fait que souvent, ce qui vient de la terre-mère, de Camargue, qu'on appelle l'Afrique, on va puiser, on ramène, on étudie, mais après, on vulgarise, mais on ne dit pas que ça vient de là. C'est ce qui. Et c'est entre eux, en fait, je l'ai assisté, je l'ai prédit et j'ai assisté à cela. Lorsque j'allais, bon, ça il y a très longtemps dans les restaurants d'ici, je disais un jour là, ils seront un peu fatigués les frites. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont introduire? Ils vont introduire les patates douces qui viennent de chez nous. N'est-ce pas que c'est arrivé? Je l'avais prédit. J'ai dit, définitivement, ils vont chercher ailleurs et essayer de voir comment enrichir même les menus, n'est-ce pas? Et quand ça s'est fait, j'ai dit, voilà, j'avais dit que ça allait se faire. Mais la partie que je trouve dommage, c'est ça, c'est que le fait que ça vienne du soleil, que ça vienne de chez nous, n'est-ce pas, de nos tropiques, n'est simplement pas mentionné. C'est juste présenté comme la fameuse nouvelle patate douce qui est bon, qu'il faut aussi prendre pour les fibres et tout ça, n'est-ce pas? Après cela, je me suis dit, tu sais quoi, il y a le fonio. Et le fonio, si je connais cette céréale, écoute, le fonio est un super aliment. C'est une céréale sans gluten, qui a des fibres. C'est un super aliment pour toutes les propriétés qu'elle a. Et là, je disais, le fonio, ça sera le prochain. Effectivement, aujourd'hui, on retrouve le fonio dans les alimentations spécialisées, organiques, n'est-ce pas, santé. Mais c'est très peu mentionné que c'est le céréal, n'est-ce pas, que c'est le céréal africain. C'est la partie justement qui m'a fait allumer et je me suis dit, mais attends, nous devons donc manger tout ce qui est sain de chez nous, mais dire que ça vient de chez nous et dire aussi que c'est, voilà, moi j'ai un régime culturel, moi je mange culturel, moi je mange le fonio, parce qu'aujourd'hui le fonio se vend très cher dans les alimentations organiques d'ici, là, vraiment spécialisées, si tu as vu ces alimentations ici, mais ça se vend très cher. Le prochain, c'est la prochaine céréale justement qui vient de chez nous, qui vient du soleil, c'est le sorgho, qui est en train d'être étudié justement. Et parlant de ça, en faisant, je fais une parenthèse. C'est vrai que j'ai parlé de la dimension recherche, mais tout ce qui est vertu, tout ce qui est propriété, tout ce que j'ai découvert de bon par rapport à nos aliments, je l'ai découvert dans les bases de données de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Occident. Que ce soit les grandes écoles comme Harvard, c'est là que j'ai pu avoir accès au rapport sur les études des propriétés. Donc même la feuille, qui est connue sous le nom de fumbois, qui est beaucoup consommée par les gens qui viennent du centre du Congo, écoute, c'est tellement riche en protéines, mais c'est sur une base de données, n'est-ce pas, de recherche. Je crois si ce n'était pas celle de Harvard, en tout cas ça venait vraiment de l'Occident. Donc ça se voit, j'ai constaté que ils essayent d'enrichir aussi le patrimoine alimentaire d'ici, mais en prenant donc chez nous, mais seulement une fois que c'est divulgué, ça y est, c'est devenu un aliment universel. Alors qu'on le sait, ça vient vraiment des tropiques, comme je l'ai dit avec le sorgho. Le sorgho, c'est là où il fait chaud. Par exemple, j'ai fait le Burkina Faso, où est-ce que j'ai étudié. C'est là que j'ai vu vraiment qu'ils produisaient beaucoup du sorgho, qui est une très bonne céréale. Céréale qui a beaucoup de vertus, parce que voilà, ils sont en train de l'étudier. Et même ces données dont je vous donne, ça vient de chez eux. Le fonio est excellent pour faire baisser et réguler le glucose sanguin. Ils sont en train de l'étudier pour la prévention, même au niveau de différents cancers, parce qu'on a les cancers, n'est-ce pas, qui sont aussi en hausse, que ce soit même dans nos communautés, mais aussi dans l'ensemble, pour tout le monde. Donc, le sorgho est hautement étudié en ce moment. Et là, comme je dis, à chaque fois, ce qui me fait mal, il y a beaucoup de médecins nutritionnistes occidentaux que je suis, d'ailleurs, qui sont de renommée, que je suis de près, je suis très abonnée à leurs publications. Mais
quand je les entends parler, c'est là où j'ai mal. Parce qu'ils disent, ah, le sorgho est très peu connu. Je dis, mais c'est normal que ce soit très peu connu. Ça vient de là où est-ce qu'il fait chaud. Ça vient de Kama. Ça vient de... En fait, ce que tu es en train de dire, c'est cette dimension industrielle. Hein, voilà, que, une fois que ça passe à la dimension industrielle, il n'y a plus de ben, c'était l'aliment traditionnel le lien n'est plus fait. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le sud au Congo et puis en France là-bas, ce qui me surprenait, les voitures, beaucoup de produits qu'on utilisait, etc., étaient made in China, made in Japan, made in all those made, et il n'y avait pas de made in Africa, il n'y avait pas de made in Haïti, ça n'existait pas. Et je crois que jusqu'à présent, on a un peu la même configuration, bien qu'il y ait un certain éveil. Maintenant, c'est comment passer à d'autres étapes. Parce que, bon, bien entendu, le côté industrie tel que ça s'est fait dans les années 70, un peu avant, on sait que c'est pas bon pour la planète. Il nous faut inventer de nouvelles façons de faire. Mais est-ce que tu as pu quand même voir comment passer à un autre niveau? Parce que là, tu as fait des découvertes, tu mets ton accompagnement individuel et tout ça. Oui, oui. Mais est-ce que tu regardes un peu, ou il y a une possibilité si tu veux, de passer une autre échelle, ou bien, justement, même si ce n'est pas des partenariats, je ne sais pas. Bon, passer à une autre échelle, c'est intéressant, sauf que je me suis dit, souvent quand on découvre tellement de choses comme ça nous donne aussi des idées. Mais je me suis rappelé que ma force aussi, c'est dans le fait de pouvoir justement éduquer, et puis aussi de nous dire, parce que ça me fait penser à la question j'ai envie d'aller un peu plus loin que juste l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait aussi que nous nous retrouvons comme étant les acteurs, n'est-ce pas, de ceux qui vont... De changer le paradigme mental. Voilà, voilà. Permettre aux afro-descendants, en quelque sorte, de reprendre une certaine direction de leur vie, un certain leadership de soi, oui, etc. Mais comme le fait aussi, cette prise de conscience aussi alimentaire peut nous assister dans le fait que ceux, par exemple, qui sont dans les industries et qui veulent faire justement de la transformation, mais qui veulent aussi bien le faire, parce qu'il y a aussi aujourd'hui la question des entreprises vertes, des corporations vertes et tout. Pour ceux qui sont sérieux, c'est aussi pour nous donner, comment on va dire ça, pour nous mettre la lumière sur le fait que, mais exploitons aussi nous-mêmes notre propre patrimoine alimentaire, au lieu que ce soit justement les autres qui viennent nous prendre. Parce que justement, je ne savais pas que tu étais né au Congo. Donc parlons de l'attiéké. Et aujourd'hui, c'est devenu les Chinois qui sont les grands producteurs de l'attiéké. Ça, c'est quelque chose qu'avec conscience, on aurait dû protéger. Oui, parce que le cassava, n'est-ce pas, de l'élévation au mandat, et nous faisons ce que nous pouvons. L'essentiel, c'est d'aller le plus loin possible dans ce à quoi nous avons accès. Et je crois que c'est un peu ce que tu as fait de faire. On va s'arrêter un peu de musique. Romanda Kourouma. C'est déjà réussi. Ah, absolument. Alors, oui, nous allons parler brièvement ici de ce dont j'ai parlé la semaine dernière, quand on n'a pas pu te rendre en studio. Alors, j'ai parlé du congrès national Wanamet que l'organisation MLA, c'est MLHA, qui est le mouvement de l'amour pour Haïti, une organisation qui est née en diaspora il y a 2 ans environ, dont je suis le président. Il y a des membres au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Haïti, pour le moment. Donc on était très ouverts. Donc, Congrès national de Wanamet, vraiment notre date cible, c'est très ambitieux, mais on travaille dur comme fer là. Donc c'est du 14 au 16 décembre, donc dans environ 2 semaines, 2 semaines quasiment. Donc on veut le faire dans le nord du pays, et pour symboliser cette intégration des provinces, parce que les Haïtiens savent bien que tout est concentré à Port-au-Prince, la province en général, les prétendants parents pauvres se sentent un peu exclus. Donc il y a cet aspect symbolique
Le mot Wanamètre, en fait, c'est par l'esprit de Wanamètre. Peut-être que tu sais, il y a eu une grande mobilisation pour un canal à Wanamètre. Je crois que les Dominicains veulent s'en empêcher. Alors les Haïtiens sont très déterminés d'aller de l'avant, une grande solidarité pour la population de la région. Alors, il y a ce slogan de Wanamètre. Alors l'idée du congrès, c'est juste d'arriver à rassembler, faire s'asseoir la grande famille haïtienne, les acteurs en Haïti, pour arriver à se donner un plan, une feuille de route partagée par tous, qui nous permettent, dans un délai raisonnable, d'arriver à des élections crédibles et démocratiques pour remettre le pays en ordre et voilà, pour redémarrer le pays en quelque sorte. C'est très ambitieux. Et toi, mon invité au mandat, tu avais écouté l'émission nationale dernière, tu as été touché par ce projet-là. Alors je te donne l'opportunité de partager un peu dessus, de commenter. Ben, déjà, juste le nom, vraiment, ça. Il y a eu toute une différence. Le mouvement de l'amour. Donc, quand j'ai entendu le mouvement de l'amour pour Haïti, je me suis dit, waouh, enfin. Parce que c'est les mots, hein. Le mot, c'est nommer quelque chose, c'est faire résonner, n'est-ce pas, un concept. Et je fais partie de ceux qui disent qu'il est temps justement d'arrêter d'être contre ceci ou cela, de mettre l'énergie contre la pauvreté, contre d'utiliser vraiment des expressions en fait négatives, mais plutôt d'aller vers le positif, parce que c'est avec l'énergie positive qu'on avance, hein, et que c'est ça. Les mots motivent, hein, les mots ça motive. Donc lorsqu'on entend amour, ben, on se dit ah ok, on comprend, tout est beau ici, on s'en va. Mais souvent quand on entend contre, on se dit mais par quel moyen, quel sera, on peut débattre, n'est-ce pas? On peut débattre sur tout ce qui est après contre ou bien avant contre. Mais tout ce qui est avec l'amour et Haïti, il n'y a pas de débat, on s'entend. Absolument, absolument. Et c'est ça en fait. Bon, là n'est pas seul dans ce projet, ce mouvement et beaucoup d'organisations qui nous ont rejoints. C'est encore ouvert, ceux qui veulent nous rejoindre pour y contribuer à notre travail très fort. Alors moi je redonne mon téléphone, que le WhatsApp est tout là-dessus, cellulaire, qui est le 819 635 3459 819 635 34 59 si vous voulez vraiment y participer. Et ça sera hybride, hein, non seulement en présentiel en Haïti, mais en virtuel pour permettre à la diaspora de participer. Bon, Amanda, ça va être vraiment la conclusion de l'émission. Peut-être un dernier mot avant de se quitter aujourd'hui. Ça a été un plaisir. D'accord, moi c'était un plaisir aussi de te recevoir. Bonne continuation et à la prochaine.